Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Now or Never, un jeu de Ryan Laukat qui est édité par Red Raven Games, en VO pour l'instant, mais on imagine en français chez Lucky Duck comme les autres épisodes, parce qu'en fait, il s'agit d'un troisième épisode, en tout cas un troisième jeu dans le même monde. On a eu Above and Below, on a eu Near and Far, et maintenant on a Now or Never. Pas vraiment une suite dans le sens où vous devez avoir joué au jeu précédent pour jouer à celui-ci, mais simplement ça poursuit un petit peu l'aventure, ça poursuit un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et dans le monde ici, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont fui le monument, un endroit ici où il y avait tout un village, et ils ont fui le monument parce qu'il y avait une série de monstres qui sont apparus et qui se sont développés malgré leur tentative de les combattre et contre lesquels les villageois ne savaient pas faire grand-chose. Les villageois sont donc enfuis, séparés, répartis à travers le royaume. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, on remarque que les monstres sont maintenant moins forts, souffrent peut-être d'une maladie ou alors meurent de vieillesse. Et donc on va essayer de revenir dans le monument, refaire notre village et récupérer les gens qui ont été répartis aux quatre coins du monde. Pour cela, on a des héros qui sont parmi 4 au niveau du jeu. On va chacun avoir un plateau avec son petit personnage, avec des pouvoirs qui lui sont propres, avec une force de frappe qui lui est propre, et un petit pouvoir perso qui est lié au personnage. Et il y a un mode histoire, et si on le fait, on en saura plus sur le personnage, sur ses motivations, d'où il vient, et ce qu'il recherche, et au fur et à mesure de l'histoire, qui comporte 6 chapitres, donc 6 fois à jouer le jeu avec une progression constante, eh bien, on saura mieux ce qui se passe à travers le monde et à travers la récupération des villageois. Mais on peut jouer en mode normal, on aura des petites modifications de règles à ce niveau-là. Dans ce mode normal-là, on va juste se baser sur le petit pouvoir qu'a le personnage en tant que tel et donc les tuiles qui lui sont propres. Le plateau de jeu se répartit avec un grand plateau central sur lequel on démarre depuis l'endroit qui est le monument et on va pouvoir se déplacer de case en case, donc il y a une série de cases qui se trouvent ici, des cases qui sont parfois des cases de montagne, on a des petits symboles de montagne, des cases sur lesquelles il y a des trucs de recherche qu'on va pouvoir faire, chercher après quelque chose, un objet, des personnes, on a des cases de monstres et on a des cases de villages, entre guillemets, des autres endroits où les gens se sont cachés ou se sont rassemblés pour se protéger et donc on va pouvoir aussi aller faire des recherches dans ces villages-là. Puis, on a notre plateau principal, donc comme on en a parlé, avec nos pouvoirs d'attaque, des espaces pour placer des objets de défense, des actions avec des nombres de déplacements qui sont ici, des spécialistes ici qui nous accompagnent, qui vont pouvoir nous aider, 4 emplacements pour ça, des zones de construction qu'on va pouvoir faire ici, un endroit pour reconstruire le monument, donc notre village ici en hauteur, et puis on va avoir un plateau d'achat et d'échange ici, globalement un marché qui va se trouver sur le côté. 17 sous pour commencer, un dé et on a des points de vie. Chaque personnage a un nombre de points de vie qui est différent. Et puis ici, des manas qu'on va pouvoir utiliser pour faire des actions spécifiques. Et le pouvoir d'Alia ici, c'est de pouvoir payer un mana pour relancer un dé, parce qu'on va avoir un dé 4 ici qu'on va lancer. Et si le résultat du dé ne me plaît pas, je peux toujours dépenser un mana pour relancer le dé. Voilà pour la mise en place. Maintenant, voyons un petit peu ce qui se passe au niveau du jeu. On va avoir 6 manches, 6 saisons. Dans chaque saison, chaque joueur va faire une action, puis ça va être l'autre joueur, puis après ça va être à nouveau ici. Ici, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. La différence, c'est globalement qu'il n'y a que 2 monstres par case. On aura un monstre par case pour les autres joueurs, sauf le monstre le plus fort ici, qui n'y en a que 1. Quand on est à 2 joueurs, il y en aura 2 quand on sera à 3 ou à 4. Donc, je joue, l'autre joue et on va jouer ainsi à chaque fois jusqu'à ce que les 2 aient passé. Quand c'est mon tour, qu'est-ce que je peux faire comme action? J'ai 2 types d'actions. On a ici une petite aide de jeu qui vous le rappelle. Soit on va jouer un spécialiste, soit on va jouer notre héros et donc faire des déplacements avec lui. Le spécialiste, il va me permettre de faire l'action qui est associée à sa petite carte. On en a 2 au départ, de base. On va pouvoir en acheter des autres qui sont ici. Systématiquement, quand quelqu'un est acheté, on en replace un nouveau. Et mon spécialiste, il a un coût en argent pour être activé. Donc, je commence avec 17 sous. Premier joueur, deuxième joueur en a 18, troisième joueur en a 18, le quatrième en a 19. Et je vais payer ce qui est indiqué dans la grosse bulle. Donc, la grosse bulle d'argent ici, 5 sous. Eh bien, je paye 5 sous. Ici, des pièces métal avec un mauvais choix de couleur parce qu'on ne voit pas vraiment la différence entre le 5 et le 1, mais qu'importe.
je paye 5 sous et je peux activer le pouvoir. Mon spécialiste, quand je l'ai activé, je vais le retourner. Alors je peux utiliser un spécialiste chez moi, je peux aussi utiliser un spécialiste non activé chez un autre joueur. Si c'est le cas, je vais le retourner chez lui, je paye toujours le prix indiqué dans la grosse bulle, mais lui va toucher la valeur dans la petite bulle. Autrement dit, si un autre joueur active mon personnage qui permet de construire, il va payer 5 à la banque et moi de la banque, je vais retoucher 3. Il va payer 6, je vais retoucher 3. Certains spécialistes font que le prix de la grosse bulle est la même que la petite bulle, ce qui veut dire que le prix qui est payé est le prix directement payé au joueur. Donc, j'active un spécialiste pour faire l'action. Je peux aussi acheter un nouveau spécialiste, j'ai 4 places ici. Si c'est le cas, je vais payer 2 fois le prix de la grosse bulle parce que je vais l'acheter au prix de la grosse bulle et je vais tout de suite l'activer et donc le retourner dès qu'il va arriver ici. J'achète donc un spécialiste 2 fois le prix, je l'active immédiatement. Celui-ci, par exemple, me permettrait de gagner 2 marqueurs comme ceci, qui sont des marqueurs d'expérience, et faire avancer de 1 mon marqueur marteau. Ici, sur le côté, j'ai des ressources qui sont toutes à 0 au départ. On a les 5 ressources du jeu, à savoir le marteau, la bouteille démon, la gemme de cristal, la conque et le livre. Alors, le livre ici, faites des efforts de vue parce que c'est pour le voir en 3D, pour voir qu'effectivement c'est un livre. Une fois qu'on l'a vu, ça va, mais tant que ce n'est pas le cas, ça reste un petit peu difficile à voir. Et bien par exemple ici, en achetant ici pour 8 sous, j'aurai donc mes 2 expériences et je ferai avancer mon marteau d'une case. Et je la retournerai en faisant ceci et ça me permettrait de recharger immédiatement dans le marché qui se trouve ici. Si j'ai déjà 4 bonhommes et que j'en achète un nouveau, eh bien j'en vire un, qu'il soit activé ou inactivé, c'est pas très grave. Donc je pourrais virer quelqu'un qui a déjà été utilisé ce tour-ci pour en acheter un autre. Troisième possibilité d'action sur un spécialiste, c'est l'action qui est indiquée tout en bas de la tuile. On va le retourner, soit pour récupérer 2 cœurs, donc parce qu'on aurait perdu des points de vie au cours du jeu, soit pour récupérer 1 sou. Donc ça aussi, c'est une action possible. Ça me prend une action de mon tour, je le retourne et je récupère 2 cœurs ou je récupère 1 sou. Maintenant, que font les spécialistes? Quels sont les symboles que je vais pouvoir récupérer? Il y a des choses très simples. On a déjà vu ici, ça me permettait d'avoir de l'expérience et ici, en plus, un marteau. Ici, on va voir quelqu'un qui va me permettre de me soigner. Et je vais récupérer ainsi mon cœur qui va descendre au fur et à mesure des actions. Il va remonter full et j'aurai un marteau supplémentaire. Parfois, on a autre chose qu'un marteau. Là, par exemple, je récupérerai 2 manas que j'aurais dépensés. Donc, je vais me soigner grâce à lui. J'ai ensuite un autre type de personnage qui font un autre pouvoir. C'est celui qui va me permettre d'avoir le sac à dos. Et le sac à dos, ça va me permettre d'acheter des objets qui sont ici, que je vais pouvoir stocker là ou là. Les rouges et les bleus, les rouges et les bleus. Même principe. Il y a un certain nombre d'emplacements. Quand tout est rempli, que je vais en rajouter un, eh bien je vais devoir en jeter un qui existait. Les bleus vont me permettre de me défendre. J'ai chaque fois un symbole de défense ici. Les rouges vont me permettre d'attaquer. On verra comment se passe le combat et ils vont écraser les valeurs d'attaque qui sont ici. Le coût d'achat d'un objet est indiqué en haut à gauche et donc je paierai 1 pour l'activer et je paierai 4 ou je paierai 6 pour acheter l'objet qui me plaît dans cette zone-ci. Reste le spécialiste le plus important du jeu, celui qui permet de construire. Construire, on va prendre des constructions ici, on va les mettre là-bas. Le prix de construction, outre le fait d'activer le spécialiste, donc 5 sous ici, ça va être indiqué sur la construction dans une petite bulle sur le côté. Ça peut être relativement cher, donc c'est difficile par rapport à l'argent qu'on a au départ. La première fois que je vais construire, je vais choisir un des bâtiments qui se trouve à l'extérieur de ma zone. Par exemple, je pourrais dire tiens, je vais construire celui-ci. Donc je vais payer 5 ici, plus 3, ça fait 8. Donc hop, je paye 8. Et je vais pouvoir placer cette maison-ci en bas, ici, sur une zone de départ, sur un des 4 emplacements de la première zone. Et il y a des petites conques qui sont en dessous. Et donc je vais écraser ce coquillage-ci, je vais gagner le coquillage en question. Donc je gagne 1 en coquillage. Une fois que j'ai placé mon premier bâtiment, les autres bâtiments que je vais construire vont être adjacents, orthogonalement, au bâtiment existant. Donc je vais toujours construire de manière adjacente. Quand en construisant, j'écrase un symbole qui se trouve en bas à droite, je le gagne, que ce soit un coquillage, un livre, un marteau ou un cristal,
Et quand j'ai un symbole 2 ou 3 avec une petite maison, ça augmente le prix pour construire à cet endroit-là. Donc ici, je paierai 2 de plus, là je paierai 3 de plus pour construire à cet endroit-là. Ma première maison construite, quand je vais construire des autres maisons, je vais devoir prendre un des bâtiments qui est adjacent orthogonalement au trou que j'ai fait. Donc je ne peux plus aller chercher où je vais devoir creuser quelque part dans mes bâtiments disponibles. Ces bâtiments ont été placés de manière aléatoire, ce qui veut dire que ce que moi j'ai comme configuration de mes bâtiments n'est pas ce que mon voisin a, et je vais donc pouvoir continuer à construire en activant des personnages chez d'autres joueurs ou en achetant de nouveaux personnages ici qui vont écraser les autres. Donc imaginons que j'avais construit mon premier ici, puis je veux aller construire quelque chose et que j'en ai les moyens, ce qui est possible ici aussi. J'ai 6 et 3, ça fait 9. Eh bien, je pourrais acheter ce personnage-ci que je vais payer 2 fois le prix. Donc 6 ici, je vais le retourner. Je peux jeter un personnage qui m'appartenait ici, que j'ai déjà utilisé. Donc j'ai payé 6 pour l'acheter. Je vais payer 3 pour construire et j'ai ici un bâtiment qui coûte 3. Et donc je vais pouvoir placer adjacent à l'existant, soit pour gagner une conque, soit pour monter en hauteur ici. C'est un petit peu comme je le désire. Je gagne ici un bonus qui sera un +1 mouvement pour ce bâtiment-là et je vais gagner immédiatement un livre en le plaçant. Voilà. Me voilà bien pauvre, mais en tout cas, j'ai été faire mes actions possibles de construction. Alors, il y a un intérêt au niveau des constructions qui va être double. Le premier, ça va être de remplir des lignes complètes d'ici la fin du jeu avec certains bâtiments. Pour chaque ligne où j'ai rempli les 4 cases avec des bâtiments, j'aurai des points de victoire 6, 7 ou 8, selon que c'est ici, là-bas ou là-bas. Mais mes bâtiments, ils vont me permettre aussi d'avoir un autre usage, c'est de ramener des villageois dans ma zone de construction, dans le monument. Chaque bâtiment va me permettre d'héberger un villageois. Les villageois, ils sont ici, ils sont répartis à travers le monde, donc on va les récupérer petit à petit dans le jeu. Et quand je vais récupérer un villageois, soit je le stocke devant moi et j'attends de pouvoir le mettre dans une maison parce que tout est plein ou j'ai pas envie de les mettre aujourd'hui, soit je vais les envoyer dans une des zones associées à la ligne. Donc chaque maison me permet d'envoyer un villageois. J'en ai envoyé un, je peux pas en envoyer un deuxième tant que j'ai pas une autre maison. Je peux en envoyer aussi un là-bas si j'ai envie. L'intérêt des villageois, il va être double. Ils sont super importants parce qu'ils vont me permettre de produire. À la fin de chaque manche, on va avoir une phase de production et toutes les zones où on voit une zone claire ainsi avec une valeur, ce sont des zones de production. Donc un villageois va me permettre de produire ici un marteau à la fin de la manche. Cette maison aussi va me permettre de gagner 2 sous à la fin de la manche. Mais les villageois qui sont ici, qui ne sont pas dans une maison, ne me rapporteront rien. Donc j'ai tout intérêt à les mettre ici parce que ces ressources-là vont être un moteur de mon économie. Mais ce n'est pas tout. Si dans une zone, j'ai été mettre les 4 sortes de villageois, donc les 4 sortes de production de villageois, à savoir celle de la conque, du marteau, de la bouteille démon et du cristal, à la fin du jeu, j'aurai les points de victoire indiqués qui se trouvent ici. Donc ça veut dire que j'ai un hébergement pour 4 villageois, mais que j'ai aussi réussi à les placer. Une fois qu'un villageois est placé quelque part, je ne peux pas le déplacer ailleurs. Sauf exception avec un des bâtiments. Parce que ces bâtiments-ci, ils ont aussi des utilités annexes. Des utilités annexes qui vont me permettre d'avoir, outre de la production comme on l'a vu ici, comme on peut le voir ici, j'ai une bouteille démon, ils ont aussi des symboles comme des symboles de lit. Eh bien, un lit, si jamais j'arrivais à construire mon bâtiment ici, ça me permettrait de stocker un personnage de plus dans ce bâtiment-ci. Donc avec ces 2 bâtiments, je pourrais non pas stocker 2 villageois, mais 3 villageois, vu que celui-ci a un lit de plus à accueillir. Donc je pourrais très bien me retrouver avec des villageois comme ceci. 3 alors qu'il n'y a que 2 bâtiments parce que j'ai un lit supplémentaire. Et outre la production qu'on va retrouver à plusieurs endroits, outre les lits qu'on va retrouver à plusieurs endroits, outre les livres que l'on touche quand on pose un bâtiment comme ici, on va avoir des bâtiments qui vont me permettre de récupérer des points de victoire par production d'un certain type de choses, comme ici j'ai le marteau, à la fin du jeu. Donc dès que j'ai des points de victoire, ça va être points de victoire de fin de jeu, par marteau produit ici, hop, ou par type de bâtiment qui serait adjacent. Ici, j'ai 3 points de victoire par bâtiment livre. Et donc si je le place ici, je vais pouvoir toucher 3 points de victoire par bâtiment qui ont un livre dessus. Donc ici, il y en a un, là-bas, il y en a un. Quand je le pose, j'oublie pas de gagner un livre. Quand je l'ai posé, j'oublie pas de gagner un livre aussi.
et je vais donc toucher des points de victoire par bâtiment livre qui se trouverait à côté. Voilà, mais ça va dépendre un petit peu comment vous êtes parti dans votre jeu. Là, j'ai fait un truc que je n'aurais pas dû, on est bien d'accord. Et donc, c'est pas toujours facile parce que vous allez avoir votre disposition qui va vous permettre de voir ce que vous allez construire facilement ou pas facilement. Si vous mettez des bâtiments très très chers par rapport à l'endroit où vous avez commencé parce que vous vouliez absolument un bâtiment externe, vous risquez d'être bloqué rapidement au niveau de votre développement. Voilà pour tout ce qui est bâtiment associé à mon spécialiste. J'ai vu les types de spécialistes, voyons maintenant les actions possibles avec mon héros. Mon héros, quand je fais une action avec lui, je vais choisir le nombre de cases de déplacement maximum qu'il va pouvoir faire. Donc si je prends ceci, il va pouvoir se déplacer de 3 cases. Si je prends cela, il va pouvoir se déplacer de 4. Je ne suis pas obligé de les faire dans l'ordre, je choisis dans l'ordre dans lequel je le fais. Quand je vais me déplacer de case en case, imaginons que je décide de me déplacer de 3 cases, eh bien je vais pouvoir aller où je veux de manière adjacente orthogonalement. Je ne passe pas des déplacements en diagonale. Je ne suis pas obligé de faire le maximum de déplacements. Ici, je peux m'arrêter avant. Je peux très bien décider de ne faire qu'une seule case. Je peux aussi aller plus loin. Si je vais plus loin, 1, 2, 3, 4, eh bien je vais payer 1 cœur par case supplémentaire. Je vais aussi payer 1 cœur par case de montagne sur laquelle je passe et par case de monstre sur laquelle je passe sans combattre. On dit si je faisais 1, 2, 3 comme ceci, eh bien je paierais 1 cœur pour mon montagne ici, 1 cœur pour ne pas être arrêté au niveau du monstre et 1 cœur pour la montagne qui se trouve là-bas. Donc je paierai 3 cœurs pour aller par ici en faisant ce chemin-là, alors qu'en faisant celui-là, je ne paye qu'un seul cœur vu que je n'ai qu'une seule montagne à traverser ou à m'arrêter. Une fois que j'ai fait mon déplacement, je vais pouvoir éventuellement jouer une carte de quête. Au début du jeu, on a 8 cartes quêtes. Les cartes quêtes sont réparties en 3 types, les normales, les complexes et celles avec artefacts. Et on a 6 cartes normales, une carte artefact et une carte difficile au niveau du jeu au départ. Et de ces 8 cartes, on va en garder 4. Ces cartes, elles ont plusieurs informations. Déjà, c'est l'endroit où c'est associé. Scholar Tower ici, Scholar Tower là-bas. Le coût qu'il faudra payer pour l'activer. Et ensuite, on a un effet qui se trouve ici et des points de victoire de fin de jeu. Il y a un petit peu de fluff pour voir un petit peu ce qui se passe, mais globalement, ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe ici tout en bas. Parfois, c'est un effet unique. Parfois, on va avoir des effets permanents quand c'est ongoing ici en anglais. Eh bien, je vais pouvoir le faire en dépensant un cristal de mana. Ici, ce sera plus 4 de mouvement si j'en ai envie. Et j'ai certaines cartes qui demandent parfois une condition. Quand il y a une petite astérisque ici, il faut une condition. Par exemple, avoir 4 villageois qui produisent des conques, donc des coquillages pour pouvoir la jouer. Donc il faut répondre à la demande pour le faire. Pourquoi? Parce qu'elle vaut beaucoup de points de victoire ici. Donc un coup pour la poser, un endroit pour la poser aussi et un effet des points de victoire. Si je voulais par exemple ici faire un truc sur Hublot Tower, eh bien j'aurais été faire mon 2 déplacements ici. Du coup, je peux dépenser une conque, j'en ai une, clac. Je dépose ma carte et une fois qu'elle est faite ainsi, je peux le faire directement l'effet indiqué, à savoir acheter un objet ici en payant 3 sous de moins. Je pourrais très bien acheter ceci de manière gratuite et j'écraserai une valeur qui se trouverait sur mon plateau ici. J'aurai un point de victoire de fin de jeu. Son effet, c'est un effet unique, donc on ne s'en occupera plus d'ici la fin du jeu. Les 3 quarts du temps, vous n'avez pas la carte à jouer à l'endroit où vous arrêtez, ou vous n'avez pas les moyens pour le faire, mais c'est quelque chose que vous allez garder en tête pour dire tiens, pour maximiser les cartes que j'ai gardées au début du jeu, surtout pour les points de victoire de fin de jeu, mais parfois pour l'effet qui est très important sur l'ensemble du jeu, eh bien, je vais aller plutôt par là ou je vais plutôt aller par là. Donc cette première sélection de cartes va un petit peu guider les endroits où vous allez partir pour vos objectifs personnels. Après mon déplacement, éventuellement jouer une carte si je suis sur un lieu spécifique et que j'ai la carte que je peux jouer derrière, eh bien je vais avoir 3 options. Soit je vais activer un lieu, tout ceci, soit je vais faire une recherche pour ces objets-là, soit je vais combattre un monstre. Bon, activer un lieu, c'est souvent payer quelque chose. Je paye un cœur, je gagne un marteau. Je paye un cœur et un livre, je gagne un personnage. Je vais jeter le dé, je fais un 3 ici, je perds cette valeur en points de vie et je vais gagner un cristal et une expérience. Donc, vous voyez, selon l'endroit où vous êtes, c'est relativement simple les actions de chaque chose. Ici, je vais piocher
2 cartes comme ceci de mon choix, mais je vais en garder qu'une seule, je vais en pêcher 3, je vais en garder 2, donc je vais faire des actions relativement simples dès qu'on a vu un petit peu les icônes de chaque chose, que ce soit l'icône pour prendre un villageois, que ce soit de l'humana, que ce soit de l'or, que ce soit des cartes, que ce soit le sac à dos, ça revient assez facilement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'autre possibilité, c'est quand je m'arrête à côté d'un token de recherche, eh bien, je vais pouvoir aller faire la recherche dans cette zone-ci. À nouveau, je jette un dé, là j'ai fait un 4, donc la partie haute de mon dé ici, et je vais perdre cette valeur-là en points de vie, je vais récupérer le token. Je retourne le token, je vois, ah, j'ai gagné un livre, j'ai gagné un livre. Ce token-ci, je le garde, et comme il a une petite zone claire sur le côté, à chaque phase de production, je gagnerai de l'argent. Donc ils sont très utiles au début du jeu, surtout qu'ils ne sont pas remplacés. On va rechercher dans la zone, mais quand la recherche a été faite, un autre joueur ne saura pas aller récupérer le même token. Certains tokens vont me permettre d'avoir des personnages directement, donc des villageois que je vais récupérer. Je les mets directement si j'ai un espace pour le faire ici, ou alors je le stockerai ici. Mais en tout cas, je vais récupérer un villageois seulement quand je récupère un villageois, je ne garde pas le token. Et donc, si j'allais ici parce que je comptais bien gagner de l'argent, je risque d'être un petit peu déçu quand je récupère un villageois parce que c'était peut-être pas vraiment ce que j'avais besoin à ce moment-ci du jeu. Au début du jeu, on veut surtout des ressources et on veut avoir ce petit token ici pour gagner des sous sur l'ensemble de la partie. Mais voilà, je récupère un villageois, je peux le mettre ici. J'en ai 4, il y a 3 bâtiments, mais j'ai un lit supplémentaire, donc je n'ai pas de souci pour le placer ici. Et j'ai déjà 3 symboles différents. Je sais que je peux qu'en mettre un bâtiment ici, et il faudrait que je mette le 4e comme étant le production de cristal, si jamais c'était le cas. Quand je prends des villageois, je ne remplis pas la zone. Cette zone-ci ne sera pas remplie non plus à la fin de la manche. Elle ne sera remplie que quand tous les villageois auront été pris. Ou si un joueur, au moment où il doit prendre des villageois, décide de dépenser 2 expériences pour re-remplir la zone qui se trouve ici. Mais recharger, il peut le faire aussi alors qu'il est en train de récupérer des villageois. Donc imaginons que je dois en récupérer 2, je peux très bien en prendre un et puis seulement jouer mes 2 expériences pour recharger afin d'avoir plus de chances de trouver un type de villageois qui permettrait de compléter une zone avec tous les symboles différents. Parce que tous les villageois ne sont pas répartis de la même manière dans le jeu. On a beaucoup plus de conques, par exemple, que l'on a de cristaux. Par contre, ici, j'ai été prendre un objet, et bien ça se remplit immédiatement. Et puis, j'ai le combat. Eh bien, le combat, je vais aller près d'un monstre, je m'y arrête. Un monstre, il a une valeur de points de vie, il a une valeur de dégâts, et il a ce que je vais gagner. Eh bien, à chaque tour, on va prendre son dé et on va lancer le dé. On va voir la valeur de dégâts que l'on fait. On sait déjà ce qu'on va prendre comme dégâts et on va voir qui va s'en tirer le mieux. Si je jette ici, j'ai fait un 4. Mon 4, ça veut dire que je lui fais 3 points de dégâts. Lui me fait 2 points de dégâts. C'est toujours moi qui prends en premier. 2. Donc je passe à 5. Je lui fais 4 points, il a 7 points de vie. Il lui reste donc plus que 3 points de vie. Je décide alors, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête? Je décide si je continue, il lui reste 3 points de vie, je jette, je fais un 2. Ah, je tombais sur ma zone que j'ai justement améliorée. À la place de lui faire les 2 points de dégâts initiaux, je lui fais maintenant 6 points. Il lui restait 3 points de vie, il est mort. Moi, je me suis pris avant mes 2 points de dégâts, je suis toujours en vie. Je récupère sa tuile, je récupère une expérience et je récupère un villageois. Hop, celui-ci que je peux placer directement là. Ça, je le garde. Et je vais pouvoir rien en faire, simplement aller stocker ici. Si je m'arrête, parce que je me dis, ah non, il va me faire des dégâts, systématiquement, je vais mourir, je vais arriver à 0, on ne meurt pas vraiment, mais en tout cas, on perd le combat, eh bien, je peux dire, ben non, ça ne sert à rien. Vu que lui frappe toujours avant, même si moi je le tue dans le même tour, c'est lui qui gagne, donc je ne le tue pas en fait. Donc, si jamais j'arrêtais le combat, je gagnerais une expérience et on n'irait pas plus loin. Un monstre qui n'est pas complètement battu revient full point de vie pour le prochain combat. Et l'intérêt pour faire les combats des plus forts, parce qu'on a quand même des gens qui frappent à 7 ici, le plus fort ici frappe à 7, eh bien ça va être d'avoir de l'armure. Si j'ai acheté une armure ici par exemple, hop, je n'oublie pas de recharger au fur et à mesure du temps, eh bien elle me protège de 1. Ce qui veut dire que des 2 dégâts, je n'en prenais que 1 à chaque coup.
je pouvais avoir 3 armures ici, donc ça réduirait quand même pour toute une série de monstres, leur dangerosité devient assez faible. Le gros qui frappe encore au moins à 4 reste un gros combat à faire si on désire le faire, mais il rapporte 4 personnages pour la fin du jeu. Effectivement, c'est très utile pour compléter des zones. Ou plutôt, si on est très chaud, pour aller le faire, mais il a 21 points de vie, c'est pas très facile. Les objets ici ont parfois un petit pouvoir, mais par exemple celui-ci, si je l'ai construit et que je l'ai mis ici, eh bien j'aurai une protection de 1 supplémentaire pour mes combats. Donc si je le combattais ici, je sais que je gagne parce que je perds rien du tout comme point de dégâts au fur et à mesure du jeu. Mais en plus, ça me permet d'ignorer toutes les cases montagnes, donc je peux me déplacer dans les montagnes sans perdre de points de vie. Voilà un petit peu pour les options au niveau du combat. Quand on fait une action de mouvement, imaginons qu'il restait un monstre ici, effectivement, je me dis, tiens, je pourrais aller le combattre, maintenant que j'ai 2 en armure, je pourrais très bien aller me le faire, mais quand je fais 4 de mouvement, je suis obligé de me déplacer et je ne peux pas revenir au même endroit. Donc, je suis obligé d'aller quelque part, faire l'action, et puis éventuellement, à mon tour suivant, je peux revenir pour le combattre. Je peux combattre plusieurs fois un même monstre. Voilà pour les combats. Alors, il y a 2 endroits qui sont un petit peu spécifiques. C'est la hutte de l'ermite et la tour des mineurs. La hutte de l'ermite parce qu'elle va me permettre d'inverser la position de 2 tuiles. Et par exemple, dire, tiens, ceci, je compte pas le faire, ou c'est trop difficile. Par contre, celle-là, elle n'est pas trop chère et elle m'intéresse. Parce que si je la fais, je retoucherai 5 points de vie à la fin de chaque manche. Et vu mon état, ça m'intéresse de remonter ça un petit peu facilement. Pour éviter de dépenser 6 sous pour remonter full. Donc, la hutte de l'ermite, très utile. Et en plus, elle me soigne, elle rapporte une conque. Mais la tour des mineurs, je vais pouvoir aller piocher 2 cartes ici, qui sont des commandes. Ces commandes, c'est une manière de faire de l'argent. C'est je vais rendre un certain nombre de ressources et en échange, je vais avoir de l'argent. Et j'aurai des points de victoire à la fin. J'en pioche 2, j'en garde une selon ce que je sais produire, ce que j'aurai facile à faire rapidement ou un objectif que je me mets. L'autre, je remets en dessous et je garde ma commande pour plus tard. Ce qui me permet d'en venir à l'argent, comment en faire? Parce que l'argent, c'est effectivement quelque chose de très nécessaire dans le jeu. Et vous avez ici un tableau d'échange. Donc, avec les ressources que vous allez pouvoir avoir de l'argent plus ou moins important selon que vous allez faire des combinaisons spécifiques. De base, chaque ressource a une valeur toute seule. Donc ici, j'ai potentiellement 4 sous en vendant mon marteau et mon cristal. Mais si j'arrivais à améliorer ceci en ayant aussi une bouteille démon et une conque, je pourrais très bien arriver à 12 sous. Et le rapport qui est fourni par la commande passée à la tour des mineurs est plus intéressante au niveau du ratio que la valeur qui se trouve là-bas. Donc c'est toujours plus intéressant ici, mais ça se trouve dans un coin, c'est loin, il faut traverser 2 monstres assez forts pour aller là-bas, donc pour avoir des points de vie. Voilà, c'est toujours un choix d'aller par là ou pas, mais l'argent étant très important dans le jeu, ça reste très utile. Quand tout le monde a passé, donc on va avoir logiquement tous ces personnages retournés. N'oubliez pas, si jamais vous n'avez rien à faire avec un personnage parce que vous ne savez pas le payer ou qu'il n'est pas utile pour l'instant, on peut le retourner pour aller chercher des points de vie, par exemple, ou pour aller chercher de l'or. Hop, ce sera un sou si j'avais envie. Cette action de retourner, on peut le faire que chez soi, on ne peut pas le faire chez les personnages des autres. Je vais donc alors passer, parce que j'ai fait toutes mes actions ici, j'ai fait tous mes personnages, globalement je ne sais plus rien faire, je ne sais pas aller acheter chez l'autre, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas assez d'argent que pour activer un personnage d'un autre joueur pour le faire son action, eh bien je passe. Quand tout le monde a passé, on va récupérer ses actions pour son héros, on va récupérer ses spécialistes ici, on va, si on avait vidé des cristaux de mana, on va recharger les cristaux de mana. On ne recharge pas les cœurs qui se trouvent ici. Et puis on va faire la production. On va produire toutes les zones qui permettent de le faire. Ici j'ai 1 sou pour lui, j'ai 2 sous pour lui, donc ça me fait 3. Et puis ma production de ressources, là j'ai une bouteille démon, 3 bouteilles démon, j'ai 2 marteaux et j'ai une conque. Et bien grâce à ceci, au début du jeu, je vais pouvoir récupérer des ressources, un objet de chaque, je vois ici, ça fait 12, donc ça me ferait tac, tac, et clac, je récupérerai 12 sous. Je peux encore récupérer de l'argent ici si j'ai envie, j'ai 2 marteaux et 2 bouteilles démon, mais je vois que
2 bouteilles d'émon, un marteau, ça me fera encore 9 sous. Je le prends maintenant, je le prends plus tard, je vois, je ne suis pas pressé, je ne dois pas le faire tout de suite au début de la manche. Si par exemple j'active ceci, je vais avoir une conque en plus. Et si j'avais un autre joueur qui par exemple avait la possibilité de récolter par exemple un cristal comme ici, et que j'active son personnage, j'en aurais bien besoin pour remonter full, et donc il serait chez un autre joueur, je l'active, il est retourné chez lui, je paye 6, s'il touche 5, moi je toucherai un cristal, je toucherai un cristal. Si je sais activer celui-là aussi, je toucherai une conque, et du coup je pourrais faire 12 à nouveau en les redescendant. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que chaque personnage a la possibilité de placer des objets spécifiques, ici pour remplacer les valeurs ici ou pour ajouter là-bas, qui sont propres au personnage, qui coûtent de l'expérience, une expérience ici, 2 expériences, et qui doivent se faire dans un certain ordre. Il y a un petit point, 2 petits points, et je ne peux pas faire le 3 petits points tant que je n'ai pas fait le 2 petits points. Donc je vais pouvoir les faire, les développer. Ça me permet de remplacer une valeur existante par une autre, par exemple en payant ici une expérience, et donc d'améliorer mes possibilités de combat. Et au fur et à mesure que je vais descendre, ici ça me coûterait 2 expériences, c'est une action libre de le remplacer, donc je pourrais très bien en un tour remplacer une série de choses ainsi, et donc améliorer mes options de combat. Quand vous faites un combat ici, je ne l'ai pas précisé mais ça me semblait logique, quand je tombe sur le 4, je fais 3 points de dégâts et je peux dépenser un mana si je le désire pour faire 2 dégâts supplémentaires. Je ne peux pas faire plusieurs manas pour faire chaque fois 2 points de dégâts, c'est un seul mana pour 2 points de dégâts supplémentaires. Voilà, chaque personnage a ses possibilités et vous verrez avec chaque personnage ce qu'il peut faire exactement. Voilà, on va avancer ainsi de manche en manche jusqu'à la 6e. Et quand on sera à la fin de la 6e manche, la production dernière est un petit peu spécifique. Elle est spécifique dans quel sens? Dans le sens que tout l'argent et toutes les ressources que l'on aurait encore à la fin de la 6e manche, eh bien on remet tout à zéro. Donc dans votre dernière manche, vous allez dépenser tout votre fric, il ne sera plus à rien de le garder et vous allez dépenser toutes vos ressources pour en faire de l'argent, et donc vous allez essayer de construire un maximum. Pour ça, il faut que les gens aient des petits symboles ainsi de construction pour que vous puissiez les mettre les dernières constructions sur votre plateau. Et quand tout le monde a passé, logiquement, on ne devrait plus avoir grand chose sur notre plateau, peut-être quelques pièces qu'on n'aurait pas réussi à se débarrasser pour faire quelque chose. On aura de toute façon vidé toute notre ressource ici, et fin de manche, s'il me reste de l'or, tant pis, c'est perdu, on le jette. On fait alors une dernière fois la production. On produit, attention que ce bâtiment-ci ne produit pas au final, là je produis 1 sou, là-bas je produis à nouveau, bon, j'ai un très mauvais jeu, on est d'accord, mais je produis quand même quelques ressources, 3, 1, et c'est tout. Et on va alors, avec cette production-là, voir les points de victoire que l'on fait avec nos bâtiments qui disent par marteau, par ceci, par cela. Ici j'avais 2 points de victoire par marteau, j'ai 3 marteaux, ça me ferait 6 points de victoire. Ça, c'est un bâtiment qui donne des points de victoire par rapport à ce qu'il y a autour. J'ai 3 points de victoire par livre qui sont autour, ça me fait 6 points de victoire. Donc, on va faire les points de victoire associés à mes constructions. Alors, on va avoir les points de victoire associés à ce qui est rempli ici. Donc, si j'avais 4 bâtiments, 6 points, 7 points, 8 points si j'ai 4 bâtiments. Donc, si j'ai les 4 types de villageois ici, j'aurai 5 points de victoire, 5, 6, 7. Donc il me manque ici un villageois, mais mon jeu est un petit peu faible. Imaginons que j'ai fait ceci dans le cours du jeu et que j'ai pu récupérer ici un villageois. J'ai ici un villageois de chaque type et donc j'ai les 5 points de victoire. Que j'ai un marteau supplémentaire ne change rien du tout, c'est une fois les points de victoire pour peu que j'ai un villageois de chaque type. Donc j'ai ça. Si jamais j'ai été faire ma production, j'ai été fournir ce qui se trouve ici, j'ai les points de victoire qui se trouvent là. Et puis je vais prendre ma production qui me reste ici, je vais les vendre sur le tableau du marché de ce qui est plus intéressant. Mais par exemple, j'ai pas grand chose, mais j'ai une conque et 2 marteaux, mais ça vaut 7. Et puis les 2 démons plus un marteau, ça vaut 9. Un marteau et 2 démons, et un démon tout seul, ça vaut 2. 7 plus 9 plus 2, ça fait 18 sous. Chaque sou valant 1 point de victoire, plus le 19e que j'ai là-bas, ça ferait 19 points de victoire pour l'ensemble de mon argent. Reste à comptabiliser toutes les cartes que j'aurais faites ici, que j'aurais réalisées dans le jeu. Un point ici, sinon j'en ai fait quelques-unes de plus, j'ai fait celle-là et celle-là. 1 point, 8 points, 5 points, que j'aurais ici pour les avoir réalisées. Et puis c'est tout, je vois donc celui qui a gagné. En cas d'ex-aequo, c'est celui qui reste avec le plus de livres et de points d'expérience qui va être le premier joueur. En cas d'ex-aequo toujours, ils se partageront la victoire.
Voilà, c'est tout au niveau des règles, au niveau du mode normal. Dans le mode histoire, il y a des petits changements. C'est surtout lié aux icônes de recherche. Quand je vais faire une recherche quelque part avec mon personnage, il y a ici une lettre. Cette lettre-là, c'est un endroit dans un livre où je vais aller lire un passage qui va me raconter une histoire et qui va me donner deux choix. Soit je fais ceci, soit je fais cela. Les deux choix ont un niveau de difficulté. Ce niveau de difficulté est le niveau que je dois atteindre pour réussir dans le choix que j'ai fait. Par exemple, imaginons que j'ai un niveau de difficulté de 5 contre un niveau de difficulté de 7. Je choisis, tiens, je vais plutôt faire ceci, je vais plutôt faire cela par rapport à ce qui m'est proposé. Je choisis par exemple le 5, eh bien je vais jeter le dé, je fais 4 ici, sur mon dé. Je devais faire 5, eh bien tout ce qui me manque pour arriver à 5, je vais le payer en cœur. Donc il manque 1 pour aller faire la réussite sur mon objectif. Je peux aussi dépasser l'objectif de 2. Donc imaginons que je l'envoie 2 de plus, autrement dit j'ai un bonus de 2. Pourquoi? Parce que dans le mode histoire, vous avez une récompense, donc on ne va pas avoir ce qui était noté ici derrière pour avoir la réussite de mon objectif. Non, c'est dans le mode histoire où on vous dit vous gagnez ceci parce que vous avez été faire une action, vous avez été libérer quelqu'un, vous avez aidé quelqu'un, vous avez réparé, vous avez combattu, qu'importe, vous gagnez tel objet. Si vous avez fait le bonus, si vous avez payé 2 de plus que l'objectif normal, vous avez un meilleur résultat, vous avez un bonus dans ce que vous allez gagner. Donc, c'est vous qui voyez, selon vos possibilités, ce qui se passe derrière. Donc, ce qui est chouette, c'est que vous allez avoir une histoire pour votre personnage, on est plus dedans, on est plus dans un livre dont vous êtes le héros, un petit peu un truc ainsi. Et je vais avoir alors des meilleures ressources. Ce qui fait que le mode histoire vous permettra d'avoir des ressources plus intéressantes et de vous développer plus vite, parce que plus vite vous allez avoir des ressources au début du jeu, mieux vous allez faire des transferts d'argent ici et vous allez peut-être faire plus d'actions au premier tour. Et si vous faites plus d'actions au premier tour, vous aurez peut-être plus de personnages, de villageois, de maisons, un truc ainsi, qui vous rapporteront donc tout de suite plus pour les autres tours à la phase de production. Et si vous avez plus de ressources dès le départ, vous allez avoir plus d'argent potentiellement dans le transfert, vous ferez donc plus d'actions, vous achèterez peut-être plus de bonhommes, vous ferez plus de constructions, vous aurez peut-être plus de villageois, qu'importe. Et ce qui vous permettra donc d'avoir des meilleures ressources permanentes pour l'ensemble de la partie, donc faire plus de points de victoire en fin de jeu, faire plus d'actions sur votre partie. Il y a aussi au niveau du plateau ici, de l'autre côté, un espace réputation. La réputation, ici en dessous, va vous permettre d'avoir des points de victoire supplémentaires à la fin du jeu. Donc selon votre positionnement, vous êtes en réputation. Celui qui a le plus aura 3 points de victoire complémentaires. Si vous êtes ici, vous serez en négatif. Et comme on joue dans un mode campagne, à la fin du jeu, à la fin de la campagne, des 6 chapitres de l'histoire, celui qui aura le plus de réputation, vu qu'on va comptabiliser les points chapitre par chapitre pour voir qui est le vainqueur, il gagnera 25 points de victoire supplémentaires. Donc on fera la somme des points de victoire de tous les chapitres pour le personnage qui a fait tous les chapitres. Celui qui a le plus de réputation sur l'ensemble des chapitres gagnera 25 points de victoire supplémentaires, ce qui est quand même assez important sur l'ensemble. Voilà, il a donc très peu de modifications entre le mode histoire et le mode normal, mais vous allez faire plus de choses dans le mode histoire. Par contre, prévoyez 10 à 15 minutes de plus par joueur au moins pour faire la partie histoire, parce que comme vous allez lire, ça va casser un petit peu le rythme des actions, vu que chaque joueur va écouter, va réfléchir, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais jeter le dé, je vais gagner les bonus, qu'est-ce que je gagne et tout ce qui va avec. Donc, ça ralentit un petit peu le jeu, mais ça vous permet d'avoir une meilleure production sur l'ensemble de la partie et ça permet d'être plus dans le jeu et puis surtout d'avoir le plaisir d'y rejouer, vous allez avancer dans l'histoire. Il y a des objets qui changent, il y a des choses qui apparaissent selon les différents chapitres. On va avoir des combats différents, on va avoir certains trucs qui vont apparaître, mais ça je vous laisserai le découvrir à ce niveau-là. Pour les règles, j'ai fait le tour. Ce qui est très important, c'est dans votre première manche, c'est vraiment de commencer à mettre en place tout ce qui est production, parce que vous avez besoin absolument de ressources afin de pouvoir vous développer. Ce qui est très intéressant aussi, c'est d'aller chercher des personnages ici, parce que les personnages qui sont là vont attirer les autres joueurs pour venir chez vous faire une action. Quand ils font l'action, effectivement, ils empêchent votre spécialiste d'être utilisé par vous-même, mais vous récupérez de l'argent et cet argent-là vous permettra de redévelopper, d'aller faire l'action chez quelqu'un d'autre, lui donner de l'argent. Et si vous jouez un petit peu l'un par rapport à l'autre, pour aller chercher le spécialiste de l'autre, en fait, l'argent tourne un petit peu plus facilement vu que vous ne le perdez pas vraiment, vu que vous dépensez, mais en fait, vous récupérez parce que l'autre vient chez vous et donc vous allez avoir un petit peu plus d'argent. Donc, avec plus d'argent, vous ferez
plus d'actions, vous serez plus vite préparé pour aller combattre les monstres en achetant des protections ou en faisant plus de spécialistes devant vous et donc avoir plus d'actions rapidement. Ne négligez pas le fait de dépenser de l'expérience pour recharger éventuellement ici les petits villageois. Et réfléchissez bien quand vous avez votre plateau de départ ici en disant tiens, je vais partir par là, je vais aller chercher tel ou tel bâtiment que je placerai ici pour profiter de tous ces bâtiments qui nécessitent de l'adjacence pour avoir des points de victoire, parce que sans ça, c'est pas facile quand on arrive dedans. Tiens, je vais mettre là, ah ben ouais, mais c'est pas nécessairement le meilleur endroit. Si vous y pensez en amont, vous ferez des meilleurs points de victoire dans votre développement, des points de victoire surtout avec les livres ici qui sont très difficiles à bien placer. Et encore plus difficile ici avec les bâtiments de production qui devraient se trouver adjacents. Bâtiments de n'importe quel type de production, mais qui seraient adjacents. Now or Never est vraiment un jeu très agréable à jouer avec une montée en puissance au niveau de la gestion. On voit un petit peu ce qu'on peut faire. La première partie offre une belle courbe d'apprentissage. Faites une première partie normale, puis commencez le mode histoire si vous voulez le faire. Il fonctionne très très bien à deux. Peut-être ma configuration préférée parce qu'on a plus d'options pour aller chercher des marqueurs de recherche avec de l'argent ou avec le mode histoire. S'il fonctionne aussi à 4, ça donne quand même l'impression d'être un petit peu plus lent dans l'ensemble et surtout vous allez avoir moins de marqueurs ici et donc vous ferez moins d'argent de manche en manche. Les spécialistes seront vidés beaucoup plus vite et tout le monde sera plus ou moins à 4 et on va aller alors chez l'un, chez l'autre, ça tournera plus dans l'économie circulaire. Voilà, je crois avoir tout dit. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!